Où est le cambrioleur? Comment il a fait? On doit le retrouver. Une caméra de surveillance capte tout. En direct, un cambriolage. 3 hommes cagoulés. Ils entrent, ils pillent, ils repartent. Les images sont nettes, précises. Sauf qu'il y a un problème. La victime n'a jamais porté plainte. Et quand la police débarque, elle affirme qu'il ne s'est rien passé. Nous sommes à Lyon, dans le 6e arrondissement. Un quartier chic, résidentiel, tranquille. C'est là que vit Mathieu Bergeron, 47 ans, entrepreneur dans l'immobilier, fortune estimée à 15 millions d'euros. Une grande maison bourgeoise, jardin, portail électrique, système de sécurité dernier cri. Des caméras partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Toutes reliées à un cloud. Tout est enregistré. Tout est sauvegardé. Et c'est justement là que ça devient étrange. Le 18 octobre, à 3h22 du matin, les caméras filment 3 hommes qui franchissent le portail. Ils portent des cagoules noires, des gants, des sacs de sport. Ils ne courent pas. Ils ne se cachent pas. Ils marchent tranquillement, comme s'ils savaient exactement où aller. L'un d'eux sort un pied de biche. Il force la porte d'entrée. Ça prend 15 secondes. Pas d'alarme. Pas de sirène. Rien. Ils entrent. Les caméras intérieures les filment. Ils vont directement au salon. Ils ouvrent un coffre-fort dissimulé derrière un tableau. Comment savent-ils qu'il est là? Mystère. Ils prennent des liasses de billets. Des bijoux. Des montres de luxe. Ils remplissent leurs sacs. Méthodique. Calme. Professionnel. Puis ils ressortent. À 3h47, ils franchissent le portail. 25 minutes chrono. Pas une hésitation. Pas une erreur. Les images sont envoyées automatiquement sur le téléphone de Mathieu. Notification à 3h23. Il aurait dû les voir. Il aurait dû appeler la police. Mais il ne fait rien. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'un technicien de la société de télésurveillance visionne les enregistrements lors d'une vérification de routine. Il tombe sur les images du cambriolage. Il est sous le choc. Il contacte immédiatement la police. La brigade de nuit arrive chez Mathieu Bergeron le soir même. Mathieu ouvre la porte. Il a l'air surpris. Les policiers lui expliquent qu'ils ont des images d'un cambriolage chez lui. Mathieu fronce les sourcils. Il dit qu'il n'y a pas eu de cambriolage. Que tout va bien. Qu'il ne manque rien. Les policiers insistent. Ils lui montrent les vidéos sur une tablette. Mathieu les regarde. Son visage reste impassible. Il sourit même légèrement. Il dit qu'il y a une erreur. Que ces images ne sont pas de chez lui. Ou alors, c'est un montage. Une blague. Mais certainement pas un vrai cambriolage. Les policiers ne comprennent pas. Ils demandent à entrer pour vérifier. Mathieu hésite. Puis il accepte. À contre-cœur. Ils inspectent le salon. La porte d'entrée n'a aucune trace d'effraction. Le coffre-fort est intact, fermé. Les bijoux sont à leur place. Les montres sont dans leur écrin. Tout est normal. Rien ne manque. Les policiers sont perplexes. Ils repartent. Mais quelque chose ne colle pas. Les images sont authentiques. L'horodatage est correct. La géolocalisation confirme que c'est bien cette maison. Alors pourquoi Mathieu nie-t-il l'évidence? Le capitaine Nora Lemaire, de la brigade criminelle, prend l'affaire en main. 39 ans, intuitive, tenace, elle ne lâche jamais une enquête. Elle sent qu'il y a quelque chose de louche. Elle obtient un mandat pour récupérer toutes les vidéos du cloud de Mathieu. Et elle les analyse. Image par image. Seconde par seconde. Et là, elle remarque quelque chose d'étrange. Les 3 hommes ne cherchent rien. Ils savent exactement où aller. Comme s'ils avaient un plan. Comme s'ils avaient été briefés. Et surtout, l'un d'eux a un tatouage visible sur l'avant-bras gauche. Un tatouage très reconnaissable. Un phénix entouré de flammes. Nora lance une recherche dans les bases de données. Et elle trouve. Le tatouage correspond à celui de Kevin Mercier, 32 ans, casier judiciaire chargé. Vol avec effraction. Recel. Association de malfaiteurs. Il est connu des services. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il a été arrêté il y a 5 ans pour un cambriolage dans une des propriétés de Mathieu Bergeron. Une villa secondaire sur la Côte d'Azur. Kevin a purgé 3 ans de prison. Il est sorti il y a 2 ans. Nora convoque Kevin. Il vit dans une cité de Vénissieux, dans un petit appartement délabré. Quand elle débarque avec son équipe, Kevin ouvre la porte. Il ne semble pas surpris. Presque comme s'il les attendait. Nora lui montre les images de surveillance. Kevin les regarde. Et il sourit. Un sourire énigmatique. Il dit « Oui, c'est moi ». Nora est stupéfaite. Des aveux aussi rapides, c'est rare. Elle demande pourquoi il a cambriolé la maison de Mathieu Bergeron. Kevin hausse les épaules. Il dit « Parce qu'il me l'a demandé ». Nora reste bouche bée. Mathieu aurait demandé à Kevin de cambrioler sa propre maison? Mais pourquoi? Kevin explique.
Il dit que Mathieu l'a contacté il y a 3 semaines. Ils se sont vus dans un café discret. Mathieu lui a proposé un deal. 20 000 € pour entrer chez lui, prendre des objets précis, et repartir. Kevin devait juste jouer le rôle du cambrioleur. Rien de plus. Mathieu lui a donné le code du portail, les horaires où il serait absent, l'emplacement du coffre. Tout était prévu. Sauf que Mathieu n'avait pas prévu que les images seraient visionnées par un technicien. Nora ne comprend pas. Pourquoi organiser un faux cambriolage? Kevin dit qu'il ne sait pas. Qu'il n'a pas posé de questions. Qu'il a juste fait le boulot. Il a pris les objets, il les a donnés à Mathieu 2 jours plus tard dans un parking souterrain. Et il a reçu son argent. Fin de l'histoire. Mais tu vas voir, rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Nora retourne voir Mathieu. Cette fois, elle ne lui laisse pas le choix. Elle le convoque au commissariat. Mathieu arrive avec son avocat. Un grand ténor du barreau. Maître Duval, 60 ans, costume sur mesure, regard glacial. Mathieu s'assoit. Il croise les bras. Il attend. Nora lui demande pourquoi il a organisé un faux cambriolage. Mathieu nie. Il dit que Kevin ment. Qu'il n'a jamais demandé ça. Que c'est une affabulation. Nora lui montre les relevés bancaires de Kevin. Un virement de 20 000 €. Reçu 3 jours après le cambriolage. Provenance, un compte offshore lié à une société appartenant à Mathieu. Mathieu se tait. Son avocat demande une suspension. Pendant la pause, Nora fouille plus profondément dans la vie de Mathieu. Et elle découvre quelque chose d'intéressant. Mathieu est marié. Depuis 20 ans. Avec Isabelle Bergeron, 45 ans, ancienne avocate reconvertie dans la philanthropie. Ils ont 2 enfants. En apparence, le couple parfait. Mais en creusant, Nora découvre que leur mariage bat de l'aile. Des rumeurs d'infidélité. Des comptes bancaires séparés. Et surtout, un divorce en préparation. Mais un divorce compliqué. Parce qu'Isabelle veut la moitié de la fortune. 15 millions divisés par 2. 7 millions et demi chacun. Mathieu refuse. Il se bat. Et là, Nora comprend. Ou du moins, elle commence à entrevoir une possibilité. Et si Mathieu avait organisé ce faux cambriolage pour faire disparaître des biens? Pour prétendre qu'ils ont été volés? Pour éviter de les déclarer dans le partage des biens? Une fraude à l'assurance? Ou une fraude conjugale? Nora vérifie. Mathieu a-t-il déclaré le vol à son assurance? Non. Aucune déclaration. Donc, pas de fraude à l'assurance. Alors pourquoi? Elle contacte Isabelle. Elles se rencontrent dans un café du centre-ville. Isabelle est élégante, posée, mais on sent une tension sous-jacente. Nora lui parle du cambriolage. Isabelle fronce les sourcils. Elle dit qu'elle n'était pas au courant. Qu'elle n'était même pas à la maison cette nuit-là. Elle était chez sa sœur, à Annecy, pour le week-end. Nora lui demande si Mathieu avait des biens de valeur cachés. Des bijoux, des montres, de l'argent liquide qu'elle ne connaissait pas. Isabelle hésite. Puis elle avoue que oui. Elle soupçonne Mathieu de dissimuler des actifs depuis des mois. Des comptes bancaires offshore. Des placements en crypto-monnaie. Des objets de luxe achetés sous un faux nom. Mais elle n'a jamais pu prouver. Nora demande à Isabelle si elle peut accéder aux documents du divorce. Isabelle accepte. Elle lui transmet les dossiers. Et là, Nora voit quelque chose de crucial. Dans la liste des biens à partager, Mathieu a déclaré un coffre-fort contenant environ 100 000 € en bijoux et montres. Mais d'après les images du faux cambriolage, les cambrioleurs ont pris bien plus. Peut-être 300 à 400 000 €. Mathieu a sous-évalué ses biens pour payer moins à Isabelle en cas de divorce. Le faux cambriolage était une mise en scène pour faire disparaître ses biens. Pour prétendre qu'ils n'existent plus. Qu'ils ont été volés. Ainsi, Isabelle ne pourrait pas les réclamer. Mathieu les aurait cachés ailleurs. En attendant la fin du divorce. Nora retourne interroger Mathieu. Elle lui expose sa théorie. Mathieu reste de marbre. Son avocat proteste. Nora lui demande où sont les objets volés. Mathieu refuse de répondre. Nora obtient un mandat de perquisition. Elle fouille la maison de fond en comble. Les greniers, les caves, les garages. Rien. Elle fouille ses bureaux. Ses voitures. Toujours rien. Les objets ont disparu. Et pourtant, un détail va tout changer. Nora réexamine les vidéos du faux cambriolage. Elle remarque que Kevin et ses 2 complices, après avoir quitté la maison, marchent vers une camionnette garée à 200 mètres. Elle zoome sur la plaque d'immatriculation. Elle lance une recherche. La camionnette appartient à une société de déménagement. Une petite entreprise basée à Villeurbanne. Nora s'y rend avec son équipe. Le gérant, un homme d'une 50aine d'années, confirme que la camionnette a bien été louée le 18 octobre. Par qui? Il consulte ses dossiers. Par un certain Marc Dufresne. Nora demande à voir une pièce d'identité. Le gérant lui montre une photocopie. Nora reconnaît immédiatement le visage. C'est Mathieu Bergeron. Sous un faux nom. Mathieu est de nouveau convoqué. Cette fois,
Les preuves s'accumulent. Il a loué la camionnette sous un faux nom. Il a payé Kevin et ses complices. Il a organisé le faux cambriolage. Mais où sont les objets? Mathieu finit par craquer. Il avoue. Oui, il a tout organisé. Oui, il voulait dissimuler des biens pour ne pas les partager avec Isabelle. Mais il jure qu'il n'a rien fait d'illégal. Que c'était juste une stratégie de divorce. Les objets? Il les a cachés dans un garde-meuble. À Givors, à 30 km de Lyon. Sous un faux nom. Les policiers se rendent sur place. Ils ouvrent le box, et là, ils trouvent les objets. Bijoux, montres, liasses de billets. Exactement comme sur les vidéos. Mathieu est inculpé pour fraude, dissimulation d'actifs et simulation d'infraction. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'en analysant les objets récupérés, les experts remarquent quelque chose d'étrange. Certaines des montres sont des contrefaçons. Des fausses Rolex. Des fausses Patek Philippe. Excellentes contrefaçons, certes, mais des faux quand même. Mathieu prétendait avoir des montres de luxe authentiques. Mais en réalité, il possédait des copies. Nora se demande pourquoi. Elle fouille encore. Et elle découvre que Mathieu a de gros problèmes financiers. Beaucoup plus graves qu'il ne le prétend. Son entreprise immobilière est au bord de la faillite. Il a des dettes colossales. Plus de 8 millions d'euros. Il doit de l'argent à des banques, à des investisseurs, à des créanciers privés. Certains peu recommandables. Mathieu menait un train de vie luxueux pour garder les apparences. Mais en coulisses, il était ruiné. Les vraies montres de luxe? Il les a vendues il y a 2 ans pour rembourser des dettes. Il les a remplacées par des faux. Personne ne s'en est aperçu. Même pas sa femme. Le faux cambriolage n'était pas seulement pour tromper Isabelle. C'était aussi pour tromper ses créanciers. Pour prétendre qu'il n'avait plus rien. Qu'il avait été cambriolé. Qu'il était victime. Ainsi, personne ne pourrait lui réclamer quoi que ce soit. Mais il y a encore un dernier rebondissement. Un indice oublié pourrait bientôt révéler. Kevin, le cambrioleur, demande à parler à Nora. En privé, il dit qu'il a quelque chose à lui dire. Quelque chose d'important. Nora accepte. Kevin avoue que Mathieu ne lui a pas tout dit. Que le vrai but du cambriolage n'était pas ce qu'elle pense. Que Mathieu voulait aussi récupérer quelque chose du coffre-fort. Quelque chose qu'il ne pouvait pas récupérer lui-même sans éveiller les soupçons. Un objet très particulier. Un petit disque dur externe. Un disque dur contenant des informations sensibles. Nora demande quel genre d'informations. Kevin dit qu'il ne sait pas exactement. Mais Mathieu était paniqué. Il disait que si ce disque dur tombait entre de mauvaises mains, il serait fini. Qu'il pourrait aller en prison. Kevin a donné le disque dur à Mathieu lors de leur rendez-vous dans le parking. Mathieu l'a immédiatement détruit. Nora comprend. Le faux cambriolage avait un triple objectif. Dissimuler des biens pour le divorce. Tromper les créanciers. Et détruire des preuves compromettantes. Mais des preuves de quoi? Elle obtient un mandat pour fouiller les ordinateurs et les téléphones de Mathieu. Les experts informatiques plongent dans ces données. Et ils découvrent un réseau complexe de fraude fiscale, de blanchiment d'argent, de fausses factures. Mathieu a détourné des millions d'euros de ses propres entreprises. Il a créé des sociétés écrans. Il a falsifié des documents. Le disque dur contenait les preuves de toutes ces malversations. En le détruisant, Mathieu pensait effacer toute trace. Mais les experts parviennent à reconstituer une partie des données grâce aux sauvegardes cloud. Mathieu est inculpé pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et abus de biens sociaux. Sa fortune est saisie. Son empire s'effondre. Isabelle divorce et récupère ce qu'il reste. Pas grand-chose. Kevin retourne en prison pour complicité. Et Mathieu? Il attend son procès. Face à des années de prison. Mais une question demeure. Pourquoi Mathieu a-t-il pris le risque d'organiser ce faux cambriolage? Pourquoi ne pas simplement détruire le disque dur discrètement? Pourquoi impliquer Kevin? Pourquoi se filmer? Nora a une théorie. Mathieu voulait créer une diversion. Si jamais quelqu'un découvrait la disparition du disque dur, il pourrait prétendre que c'était les cambrioleurs qui l'avaient pris. Que ce n'était pas lui. Qu'il était victime. Un alibi parfait. Sauf qu'il n'avait pas prévu que les caméras le trahiraient. Alors voilà où on en est. Un faux cambriolage filmé en direct. Un homme qui organise son propre vol. Une fraude au divorce. Des créanciers trompés. Des preuves détruites. Et une victime qui refuse de porter plainte parce qu'elle est elle-même coupable. Mais était-ce vraiment Mathieu qui tirait toutes les ficelles? Ou quelqu'un d'autre l'a-t-il manipulé? Kevin était-il juste un exécutant? Ou avait-il son propre agenda? Et Isabelle savait-elle vraiment tout depuis le début? A-t-elle joué la comédie devant Nora pour mieux récupérer la fortune? Et toi, d'après les indices, qui penses-tu être le vrai cerveau de cette affaire? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour la prochaine enquête, elle risque de te retourner le cerveau.